Bienvenue dans le Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est tout simplement la rencontre d'amis, entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours entrepreneurial. Et je suis en compagnie de mes deux fidèles comparses. J'ai nommé Félix. Salut à tous. Et j'ai nommé Sergio. Hello. Comment ça va les gars ? Impeccable. Très bien. On a dit vérité, je suis fatigué. T'es fatigué. C'est important de le dire. Mais on va rythmer tout ça et puis on va faire du mieux qu'on peut. Ouais, ça va pas durer. Ouais. Le premier sujet piquant. Ouais, moi j'ai eu pour ma part un trou d'air dans ma journée aux alentours de, je dirais, 16 heures. Une forme d'absence d'énergie totale où, ouais, c'est compliqué quand ça arrive. C'est compliqué quand ça arrive. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive ? Quand ça arrive, je pense, à mon humble avis, il faut accueillir ce moment de vide. Il faut le laisser passer. Et il y a forcément un moment où l'animation, au sens premier, c'est-à-dire redonner vie, va revenir. Mais plus tu forces, j'ai essayé de forcer, les discussions ne sont pas bonnes. Voilà. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je sais même pas ce que c'est, le sujet. Ouais. Mais est-ce qu'il faut pas faire comprendre aux gens par rapport à tous les teasings qu'on a pu faire, etc., qui vont écouter ça peut-être dans 8 ou 9 semaines par rapport au moment où c'est enregistré. Donc, pour vous situer, on vient de lancer officiellement le podcast. Ouais. Donc, forcément, un lundi. Exactement. Voilà. Donc, l'épisode 0 en ligne depuis lundi. Donc, quand vous écouterez cet épisode, vous saurez vous situer par rapport à, voilà, au moment où on est, quoi. On est aujourd'hui même le mercredi 1er novembre. Voilà. Donc, vous nous écoutez depuis le passé. Terminator. Et nous sommes dans votre futur. Et je peux vous dire, les gars, que tout ce qu'on avait vu que vous n'avez pas vu, putain. Mais si ça se trouve, tout ce qu'on a dit avant n'est plus du tout d'actualité. En fait, c'est nous qui sommes dans le passé. D'habitude, Ouais. on dit souvent, ouais, on est dans le turfu, mais en fait, nous, on est carrément dans le passé, puisqu'on a démarré ça en août, et donc voilà. C'est pour ça que on collera jamais trop avec l'actualité. Et en même temps, on a choisi cette souplesse-là pour se dire qu'on a des épisodes d'avance et que on peut accueillir les événements de la vie tranquillement parce qu'on a au moins 8 semaines de battement pour pouvoir envoyer chaque semaine. Et puis en plus, si on était dépendant de l'actualité, c'est que forcément on n'est pas, comment dire, on n'est pas forcément dans la justesse ou dans la réflexion. C'est ça. L'idée, c'est de se laisser le temps de réfléchir aussi et de pas réagir bêtement comme BFM, comme Ça, c'est un CNews et truc compagnie. important qu'on aurait pu rajouter dans le temps aussi. C'est le... Ben, je pense qu'on en a parlé dans l'épisode C'est précédent. possible, on a beaucoup parlé. On a pas mal parlé, mais cette qualité-là d'aller en profondeur justement des choses et Ouais, je pense qu'on l'a abordé en disant, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça va super vite, ouais. et personne ne prend le temps justement de Ouais, gagner c'est exactement ça. en connaissances, en expertise. On veut être directeur, on veut être spécialiste en 2 secondes, quoi. Et Ouais. c'est pas comme ça, donc Ouais, faut travailler, les gars. Du coup, on est sur cette première semaine et puis je vais pas vous cacher, puisqu'on parle en vérité, que moi je suis tout excité, puisqu'on a vu au cours de toutes ces émissions que vous allez écouter, que vous avez écouté du coup maintenant, que ça a été une progression de jour en jour et puis aujourd'hui on est sur ces plateformes là et Mais merci. calme-toi quand même. Je suis On a très dit content. qu'à tout moment on pouvait appuyer sur le bouton. C'est vrai. Nous aussi on a ce pouvoir là. Il n'y a pas que les grands dirigeants de ce Il monde. n'y a pas que Trump et les autres. Attention. Alors, il vient de dire Trump. Soit c'est rétro-futuriste, on sait pas. Ah, on tu espère verras, pas forcément. tu verras l'année prochaine. Ah, punaise. Aujourd'hui, les gars, table ronde, discussion encore assez deep. Je rouvre un tout petit tiroir parce que du coup, on vient de lancer l'émission, on a les premiers retours. Tu vois. Et dans les premiers retours, il y a ce truc-là de waouh, vous avez choisi un thème vachement général. Et on sent que c'est vraiment une discussion et que y avait pas forcément de trame au départ et tout. C'est le but. Hein.
de ce podcast. C'est une discussion. Et vous voulez pas qu'on travaille en plus, non? Non, mais attendez. Non, mais réel, hein, c'est un parti pris de base de se dire on a déjà beaucoup de choses à faire dans nos vies au quotidien. On va se mettre dans de la création de contenu puisqu'on va créer un réel contenu. Et puis comme on n'est pas dans les petites créations de contenu rapidos, on va faire quand même quelque chose qui a de la gueule et qui nous ressemble. Par contre, en effet, c'est pas notre activité première. Vous l'aurez compris au fur et à mesure. Est-ce qu'on a déjà expliqué aux gens pourquoi on avait décidé de faire ce podcast ou pas? Non, mais d'ailleurs, tu peux très bien l'introduire et le dire puisque ça vient de ta part. Et ouais. Ici, on nomme tout le monde. Ouais, Félix. entre autres, mais ok, bon, on va en parler. Allez. Bah, en fait, c'est venu du fait que de plein de choses. Je pense qu'on a chacun nos petites raisons de le faire. Moi, à titre perso, c'est parce que je déteste parler en public. Voilà, c'est dit. Mais non. Et pour moi, mais non. Sérieux. Dis donc. Est-ce que les auditeurs se sont rendus compte que la parole de Félix est synonyme de rareté et donc de richesse? Non, vas-y. C'est important. C'est important. Félix Diamond. La branchade. Diamond. Non, voilà, moi, c'était mon petit challenge personnel. Donc, c'est pour ça que je m'y suis attelé. Vincent a ses raisons. Je vais peut-être lui laisser m'expliquer ses raisons. Moi, ma raison, c'est que je suis un bavard. J'aime trop ça, en fait. J'aime trop parler. C'est plus fort que moi. Vous en êtes sûrement rendu compte. Non, mais c'est un exercice que j'ai fait avec un autre ami dans un contexte vachement plus divertissement. Même si on colle quand même à des thématiques. Name dropping. Name dropping. Donc, c'est le podcast 1 et 1 Foncast. Vous l'écrivez en numérique avec le petit sigle et Foncast. Et donc c'est avec mon associé de toujours, mon associé amical de toujours qui s'appelle Braza, et avec lequel on a décidé d'avoir aussi des discussions beaucoup plus légères, mais qui parfois relèvent des thématiques qui peuvent être intéressantes. Et en faisant cet exercice-là, en fait, j'ai trouvé le contenu vachement intéressant. Et moi-même, je suis un très grand auditeur de podcasts depuis 2-3 ans de manière vraiment assidue, en fait. Donc, je trouve l'outil, le vecteur, je trouve le tout vachement intéressant et je pense que tout le monde peut s'y retrouver, en fait, en tant qu'auditeur. Donc, c'était cool j'ai répondu présent immédiatement quand tu l'as proposé, ouais. Comme on a dit qu'on disait la vérité, j'ai pas répondu présent immédiatement. Non, maintenant vous connaissez Sergio. On vous présente Sergio. Alors, j'aimerais que les auditeurs ferment les yeux. Vous avez déjà écouté plusieurs épisodes. Quelle peut être la réaction de Sergio lorsqu'on lui propose de faire un podcast? Moi, je sais quelle est ma réaction. Comment vous l'avez vécu, vous? Moi, je l'ai vécu comme quand on propose quelque chose à Sergio. Sans aucune surprise. Ouais. Sans aucune surprise. Déjà, premièrement, convocation à la cantine. Voilà. Donc, notre cantine s'appelle Royal Bombay. Le Royal Bombay dans le 13e. Voilà, ça, c'est notre cantine. Si vous allez là-bas, si un jour vous voulez savoir à quoi on ressemble, bon, si vous n'êtes pas déjà allé fouiner sur les Instagram de chacun, si vous voulez voir à quoi on ressemble, si vous traînez là-bas une semaine, c'est sûr que vous allez croiser l'un de nous, si ce n'est pas les trois. Et si vous voyez 3 gars là, comme ça, avec la tête qui chauffe, des grandes discussions. 3 ou plus. 3 ou plus, hein. Ouais, minimum 3. Nous, on joue à domicile. Mais ceux qui sont à l'extérieur, quand ils viennent, voilà, c'est une salade. Si on est tous là, ne venez pas forcément nous interpeller pour un selfie. Quoique ça peut être marrant. Ce serait vachement marrant. Franchement, venez avec grand plaisir. Donc, convocation de Sergio à la cantine. Et là, on commande ce qu'on commande tout le temps. Le Chicken 65. C'est notre menu habituel. Et puis là, on attend quand même que les cheese naan arrivent. Ouais. Et là, il y a bagarre. Jeu de regard. Là, il y a Sergio qui dit... Ouais, vous voyez le bon, la brute, le truand, le même? C'est pareil, les 3 qui se regardent. Et là, il y a Sergio qui dit... Bon. Qu'est-ce que vous entendez par podcast? J'aimerais d'abord qu'on définisse les termes. Moi, j'aime les choses claires. J'aimerais d'abord qu'on définisse les termes, c'est exactement ça. Maintenant, vous avez Sergio, c'est simple. On expose une thématique. En fait, c'est simple. C'est vrai que c'est marrant parce qu'on a quand même des profils assez marqués. Moi, je vais être très enthousiaste à tout, en fait. C'est-à-dire que j'ai plein de petites idées qui viennent, ou quand on me propose une idée, moi, c'est waouh, super. Et en fait, j'ai du mal à construire véritablement les obstacles, les barrières, ce genre de choses. Félix, en parlant à ton nom, mais toi, tu as des axes de réflexion qui sont vraiment assez
large. Mais vas-y, détaille un petit peu, toi, ta personnalité. Non. Voilà, c'est lui. C'est quoi c'est tout à fait lui. C'est exactement moi. Et du coup, moi, je l'ai déjà expliqué, mais je prends l'arbre, je descends chacune des branches, je vérifie s'il y a un traquenard ou pas. Et c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire depuis longtemps, donc que je fais assez rapidement. Et souvent, ce que je dis, c'est clarifions les branches sur lesquelles on va pour que je puisse dire oui ou non, en fait. Voilà, tout simplement. Et parfois, ça peut surprendre parce que quand on a quelqu'un en face qui n'est pas tout de suite enthousiaste, oui, j'imagine que ça peut être un peu déroutant. Moi, je t'ai trouvé plutôt souple sur ce coup-là, quand même. Non, j'ai pas dit que j'étais pas souple. C'est une souplesse quand même assez légère. C'était pas un grand écart entre deux trains. Mais j'ai tout de suite mis... tu disais tout à l'heure que tu es un grand consommateur de podcasts, moi aussi. Ouais. Et du coup, je me suis dit, par rapport à ce que moi j'écoute et de la façon dont ça m'enrichit, est-ce que ce que vous me proposiez avait une chance d'avoir un impact quel qu'il soit, que ce soit déjà pour nous, comme exercice de pensée, ou alors pour quelqu'un qui l'écoute. Donc forcément, je mettais des doutes qui ont été levés au bout de quelques épisodes, évidemment. Vous l'entendrez... Vous l'avez déjà entendu il y a quelques semaines, voilà. Et donc, c'est tout simplement ça. C'est pas... Comme on dit, le oui est précieux. Donc forcément, on dit pas oui tout le temps. On fait gaffe quand on dit oui, on essaie de mûrir la chose avant de dire oui. Je la trouve terrible, cette formulation, le oui est précieux. Ouais, clair. Ouais, parce que moi, ça, c'est un de mes problèmes. Hein. C'est que j'ai été élevé d'une manière où on dit tout le temps oui, avant même de réfléchir. Et souvent, on dit oui d'ailleurs pour les autres. On dit pas oui pour soi, on dit oui pour les autres, pour faire plaisir ou pour rendre service ou quoi que ce soit. Et c'est que un peu plus tard, arrivé à l'adolescence, où tu te mets un petit peu en rupture avec la façon dont on t'a éduqué, que tu essayes de nourrir ta propre opinion, de faire naître ton identité, ta singularité, que j'ai appris très légèrement à dire non, à formuler le non. Et c'était une personne qui est d'une grande sagesse, que je nomme, qui s'appelait Annette Carayon, qui s'appelle Annette Carayon. Qu'on salue, chez qui j'allais souvent, puisque c'était la mère d'un ami, et qui me disait, c'est une force de savoir dire non, et je respecte tes engagements pour ça, parce que j'avais réussi à prendre position face à elle, un adulte, entre guillemets, qui n'était pas du tout dominateur, mais qui laissait justement le champ des possibles, et qui m'avait dit ce truc-là. Mais le oui est précieux, c'est exactement la même façon de voir ça, mais d'un point de vue un peu amélioratif, justement, et je trouve la formulation terrible. Et c'est bien qu'on ait parlé de ça, ça introduit pas mal le sujet du jour, parce que je trouve que finalement, il y a eu une forme de complémentarité dans ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que chaque profil était intéressant. Moi, j'ai trouvé surprenant le fait que ça vienne de Félix, justement, de proposer un podcast. Parce que justement c'est lié à la parole et compagnie, et que Félix, lui, c'est sa parole qui est précieuse. Ses idées, elles restent la plupart du temps dans sa tête, et puis ensuite il faut les extraire, les miner, ou alors il faut Bitcoin voilà, miner. c'est ça, il mine. Non, mais j'ai trouvé ça super intéressant, et je trouve que c'est challengeant en plus. Pour ma part, qui suis très enthousiaste, pour moi c'était une formalité. Je pense que c'est pour ça qu'il m'en a parlé avant de t'en parler en plus. Et puis comme ça, on arrivait avec la force de 2 sur 2, quasiment. Sur 2,5. Parce que malgré ton jeune âge, c'est ça. T'en imposes quand même. Et donc du coup, toi, ta façon ensuite de voir. Après, moi, maintenant, on se connaît très bien. Et en fait, comme je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, moi, ça m'aide à me construire aussi cette façon-là. Parce que finalement, c'est des questions que tu vas poser. Ces questions, elles sont ouvertes. Et ça amène à se positionner aussi. Et à se dire, ouais, c'est vrai, en même temps, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Et en même temps, on va construire ce truc-là. Et je pense que, c'est pour ça que ça me permet d'introduire aujourd'hui, il y a un moment où, en fait, chacun de nous, de façon tripartite, on s'est dit, on va faire confiance à ce petit groupe-là. Belle introduction, et effectivement, une fois que tu as dit oui et que ce oui est précieux, c'est
le fameux contrat de confiance de la marque qu'on ne citera pas. Et une fois que tu es lancé dedans, moi j'aime pas les choses qui sont faites à moitié. Donc même si on dit que c'est quelque chose qu'on fait pour le plaisir, on le fait sérieusement. Et le Monday Meeting est basé sur ça, sur la confiance, sur l'assiduité, sur l'engagement. Et c'est pour ça que ça peut survivre. On parlait de temps il y a quelques secondes. Si tu veux que quelque chose reste dans le temps, il faut que ça soit basé sur des fondations solides. Donc ça peut pas juste être allons-y parce que c'est fun et parce que ouais on a mangé un super cheese naan et tout le monde est content. Non, il faut se poser des questions qui parfois peuvent faire un peu mal, parce que effectivement ça va te pousser dans tes retranchements et te faire te demander si tu as vraiment le jus, l'énergie, le temps de vraiment t'engager là-dessus. Mais une fois que c'est fait, comme on dit, on est à l'épisode combien là, 10 ou 11. Voilà, je compte plus. Voilà. Surtout qu'il y a les hors-séries invités. Enfin, c'est pour ça qu'on a décidé de pas nommer les épisodes sur les plateformes. On laisse ouvert parce qu'on a aussi des épisodes avec les invités. On va multiplier le nombre d'invités aussi. Vous allez entendre pas mal de profils vachement intéressants triés sur le volet. Et donc voilà. Mais ouais, en effet, c'est ce contrat-là qui permet de faire naître tout un tas d'initiatives en fait. Et je pense que cet aspect-là de confiance, il est inhérent finalement à tout projet en vérité. Ouais, et j'ai fait exprès de rajouter à confiance le mot contrat. C'est que c'est important de se dire les choses et justement de bien les poser, les figer, parce que après il n'y a pas de discussion possible. Justement, dire ah ben non, je savais pas. Non, tu savais. Donc si tu ne l'as pas fait, c'est que tu n'es pas digne de confiance. Donc c'est pour ça que c'est le sujet du jour. Non, mais voilà. La nuance, elle est parfaite en fait. Ouais. Elle est parfaite. Et ça me permet de vous poser une question, les gars. Et je vais démarrer par Félix. Est-ce que justement, donc là, t'as expliqué cette confiance-là et le contrat. Est-ce qu'un excès de confiance, du coup, que ce soit, là, on va adresser un excès de confiance qu'on peut avoir vers l'autre, ça peut être préjudiciable. Bon, c'est une question rhétorique, ça. Entre guillemets, mais j'aimerais que tu la développes. Ouais. Évidemment que ça peut être préjudiciable, un excès de confiance. Après, moi, j'ai pas un profil spécialement excès de confiance, donc je suis peut-être pas forcément le mieux placé pour en parler, parce que j'ai une confiance que je donne très très peu ou de façon très limitée, en essayant en tout cas d'avoir toujours plus ou moins dans une vision moyen long terme la façon dont une personne pourrait se retourner. Donc l'excès de confiance, c'est pas un truc qui me concerne, mais en effet, pour l'avoir vu et expérimenté chez d'autres personnes, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Parce que, je sais pas si on fait un flashback, c'est comme ça qu'on dit, flashback sur l'épisode de l'amitié, quand Sergio nous poussait justement dans nos retranchements, une fois de plus. Voyons. Pas du tout. La questionnette. La questionnette de Frère Ponce. Ouais, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Parce que quand on base tout sur la confiance et qu'on accorde sa confiance, de façon aveugle et de façon un peu naturelle, que ce soit entre amis ou entre partenaires, c'est vrai qu'on peut se retrouver dans des situations qu'on n'avait pas anticipé et où on s'abandonne un peu. En fait, au-delà d'anticiper, c'est la question de s'abandonner. C'est-à-dire qu'à trop donner sa confiance à quelqu'un, on peut vite, c'est mon avis, basculer dans quelque chose qui ressemble plus à je dirais pas de l'assistanat, mais peut-être se reposer sur l'autre. Et c'est un peu le pendant de la confiance, en fait. Je pense que pour moi, la partie la plus importante dans ce qu'on appelle la confiance, c'est la confiance en soi et en ses propres capacités. Quand on commence à la remplacer par la confiance aux autres, c'est là où ça peut exclusivement, c'est là où ça peut se gâter. Ouais, je commençais à avoir des choses qui me démangeaient. J'allais attaquer, mais tu t'es ressaisi. L'histoire, c'est quoi? On parle de confiance, mais est-ce qu'on n'est pas en train de parler plutôt de défaut de responsabilité? Parce que l'idée, c'est de prendre ses responsabilités. Et est-ce que tu fais confiance à l'autre ou est-ce que tu es en train de
te reposer sur lui. Tu l'as dit, c'est pour ça que j'ai pas mordu. J'attendais, mais bon, tu l'as échappé belle. Donc ouais, c'est pour ça que comment il guette derrière les je guette grave. Un guépard. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin qu'on définisse les choses et qu'on sache exactement de quoi on parle. C'est pour ça que ce thème est intéressant, c'est que justement, on peut parler de confiance qu'on a en les autres, confiance en soi, et on va évoquer tout ça. Mais quand on dit confiance en quelqu'un d'autre, il faut pas confondre justement le fait de ne pas vouloir prendre de responsabilité, de les laisser aux autres. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut à un moment donné ce contrat de confiance et qu'on définisse, voilà, pourquoi je te fais confiance, qu'est-ce que je te remets et pour quelles raisons. Mais voilà. le contrat, c'est aussi important pour éviter c'est pas les erreurs, c'est plutôt les différences d'interprétation. Tout à fait. Parce que c'est pas que tout à l'heure tu disais, je vais reprendre ta phrase, que sur que t'étais pas digne de confiance si tu bafouais le contrat. Enfin, en tout cas, si t'allais pas au bout de l'engagement, c'était ça. Et moi, j'ai l'impression que des fois, c'est même pas forcément volontaire, ou c'est même pas forcément une faute de confiance, c'est des fois quand les mots ne sont pas posés ou écrits. C'est pour ça que je les pose toujours. Ouais. Que ça peut déranger d'ailleurs, mais l'idée c'est de dire, ah bah non, tant qu'on ne sait pas lever, tant qu'on n'a pas tout dit, on se lève pas de cette table, voilà, justement. Et donc, ça, c'est souvent, comme tu dis, ça questionne, et j'enchaîne les questions. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Qu'est-ce que ça veut dire par ça? Qu'est-ce que ça représente en temps, en argent, en investissement? Ça a l'air tout bête au début d'un projet où, justement, l'enthousiasme, il est chambé et tout le monde est content. Mais au bout d'un mois, quand ça commence à chauffer et que il faut s'occuper de la famille, que le boulot commence à être compliqué, quand la vie nous rattrape, ce contrat-là, il est déchiré, il est mis à la poubelle, quoi. Et ça peut froisser et ça peut ruiner des amitiés. Donc, je préfère avoir cette discussion un peu inconfortable au début, froide, mais au moins on sait de quoi on parle. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est l'expérience des 28 ans, tu sais. Mais clairement, je rebondis là-dessus parce que ça nécessite une très grande confiance en soi d'imposer, entre guillemets, ce questionnement à des gens qui, plus est, sont enthousiastes et que t'estimes ou que tu portes dans ton cœur, de te dire, bon, j'ai capté l'enjaillement, là, total, global. Par contre, les gars, truc. Mais ça, c'est vraiment, tu vois, là, moi, typiquement, c'est le genre de truc, et je l'ai vécu, en fait. Je l'ai vécu. On vient te voir avec une idée. C'est pas forcément qu'on vient me solliciter pour participer à quelque chose, mais je vois une personne très, très enjaillée, et puis moi, je vais devoir y participer, on va dire, de manière même peut-être professionnelle, c'est-à-dire venir faire un shooting ou venir donner une petite expertise ou quoi que ce soit. Ouais. Et entre guillemets, je vois que le projet, il fonce dans le mur. Pourquoi ? Parce que la personne, soit elle est beaucoup trop confiante, mais je vois pas justement les contrats qu'elle a remplis envers elle-même, déjà. Et, ou soit que elle a fait un business plan, ou bien son idée, elle est le truc, mais c'est bancal. Les axes ont été bancals. Ou alors je connais trop bien la personne et l'historique me montre que ça va être compliqué. Et j'ai du mal, moi, tu vois, à nuancer ce truc-là, à nuancer cette ferveur-là de chez quelqu'un. Et ça porte vraiment préjudice. Ça, c'est une réponse que j'ai. C'est-à-dire que tu vas prendre du temps, tu vas accorder ton énergie, alors que toi-même, au fond de toi, t'es quasiment convaincu que ça va être très, très compliqué. Mais qu'en face, en même temps, tu vas avoir une personne qui est tellement dans son truc que de toute manière, elle a plus ou moins raison. Ce que tu vas lui apporter sera minime, entre guillemets, en termes de réflexion ou autre, parce qu'elle, dans son truc, c'est déjà construit. Tu veux pas devenir la énième personne qui vient imposer une forme de pensée limitante ou quoi que ce soit. Ouais. Donc ouais, c'est pour ça que je dis que ça nécessite quand même pas mal de confiance en soi, de se dire, moi, je connais ça, en fait. Je connais ça, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà identifié. Et là, ce que tu vas faire, c'est foncer dans le mur, en fait. Donc, viens, on se pose, viens, on réfléchit, viens, on établit justement ce contrat qui fait que si je m'associe à toi, à ce moment-là, je suis sûr qu'on répète pas une énième fois la chansonnade de l'échec, quoi. Ouais, on va peut-être revenir ensuite sur les fondements de la confiance en soi. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'attribue plutôt à l'expérience. Et une deuxième chose, c'est au franc-parler.
Donc, par rapport à l'exemple que tu viens de donner, j'étais en train de sourire pendant que tu parlais parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ça. Tu viens me voir, me présenter un projet sur lequel je dois intervenir ou pas d'ailleurs. Si tu me poses la question, n'attends pas une validation de ma part. Tu vas avoir mon avis. C'est ça le truc. Et souvent, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être validés, donc ils vont aller solliciter des gens justement pour leur montrer, pour qu'on dise ah ouais super. Moi je dis pas ça, sauf si je pense que c'est super. Donc forcément, même si c'est super, mais je vais quand même te dire le mais. Le petit bémol à ça, ça dépend de à quel point je t'apprécie et ça dépend de si tu m'as sollicité. C'est les deux facteurs. Si je te dis rien, c'est que soit tu m'as rien demandé, soit j'en ai rien à foutre. Ouais. Si j'en ai quelque chose à foutre, je te le dirai. Après, tu le prends comme tu veux. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Il y a des gens qui n'ont pas forcément apprécié parce que tu arrives avec peut-être ce que tu estimes comme le travail de ta vie, etc. Et puis, il y a ce mec qui se met en face et qui commence à tirer les fils et dire ah ben non, là, c'est pas cousu. Bah, si t'es pas content, fais-le et tu verras. Et malheureusement, je suis plus, à même de détecter un échec potentiel qu'un succès le succès, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, je peux pas te dire si ça va marcher. Par contre, si je te dis que ça marche pas, il y a 90 et quelques % de chances que ça va pas marcher. Quoi, voilà. Donc, pour ça, maintenant que vous écoutez, etc., si vous voulez être sûr que votre projet va foirer, venez me voir, je vous le dirai. Je sais pas si ça va marcher. Mais par contre, si ça va foirer, je peux vous le dire. Ouais. Envoyez le business plan. Vous aurez pas de réponse forcément. Bon, ça marchera. Par contre, vous serez sûr que ça va droit dans le mur si c'est le cas. Et si je pouvais effectivement annoncer des succès, je serais multimilliardaire, évidemment. Ben, c'est une faculté hors norme. Voilà. Et par contre, comme je disais, par rapport à mon mode de pensée et par rapport à tout ce que j'ai pu voir sur ces différentes branches de l'arbre, sur différents projets depuis plein d'années, quand il manque quelque chose, en général, je le vois assez vite, quoi. Après, comme tu dis, cette confiance-là, quand tu t'adresses à une personne, elle est mûrie par l'expérience. Après, ça peut devenir un biais aussi, le fait d'avoir rencontré pas mal de situations d'échec. Et c'est vrai qu'il y a des spécimens qui sont extraordinaires, qui vont contrecarrer tous les process, ou bien qui vont être qui vont faire partie peut-être des chanceux. Mais ça, c'est le biais du survivant. Eh ben, c'est très bien que tu parles de celui-là. Si c'est un vrai survivant, mon avis ne changera rien à sa détermination et à ce qu'il fait. Exactement. Donc je lui donnerai quand même. Ouais. Et si c'est l'élu, que je lui dise que ça marche ou pas, il fera partie des 3-4% sur lesquels je me plante sur l'échec. Ouais. Mais du coup, ouais, ça c'est un truc quand même. Donc l'expérience mûrit la confiance. Et puis tu arrives à voir, en fait, tu en parlais justement, la personne qui vient te voir en cherchant l'approbation. C'est-à-dire qu'elle vient pas chercher un avis, elle vient chercher de la confiance en vérité. Ce qu'elle vient chercher, c'est le oui. Le oui. Et du coup, que tu bâtisses sa confiance. Et ça, je pense que c'est un truc vraiment à maîtriser. C'est-à-dire que, pour moi, c'est large, parce que la confiance, elle se bâtit aussi grâce au regard des autres, à mon sens. Mais vous ne devez pas miser dessus pour l'entériner, pour en faire quelque chose de vrai. En fait, oui, si tu as besoin effectivement que ce soit l'autre qui valide ton idée, ton projet, ton questionnement, quelque part, c'est que toi-même, t'as pas cet engagement-là. Je parlais de la confiance en soi et du fait de déporter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas responsable de ton idée ou de ton projet, ce n'est pas ton idée, c'est pas ton projet. Et en fait, il n'existe même pas. Donc oui, si tu vas voir quelqu'un qui te valide ton projet, c'est son projet à lui, en fait. Voilà. Je pense même que, tu vois, une personne qui a réellement confiance, elle va être d'autant plus attentive à la critique pour capitaliser. Une personne qui est dans un excès de confiance, qui cache un manque de confiance,
elle va outrepasser le conseil, mais de tout le monde. Hein. Ouais. C'est-à-dire, elle ne regardera pas les conseils, même sur Internet, qu'elle pourra lire, ou si ça va pas dans le sens de ce qu'elle s'est dit, elle dira, ben ça, c'est pas mon cas exactement. Et elle ira pas chercher, justement, mais c'est qu'au fond, il y a aussi une volonté, je le dis, hein, clairement, que moi, j'ai déjà été dans ce cas, dans certains de mes projets, en fait, où tu vas chercher à te saboter toi-même. Tu vois, à te dire, bon, bah, ça me correspond pas, ça, je sais que c'est pas exactement mon cas, donc tu finis par plus trop lire les alinéas et en fait, tu fonces, mais tu fonces dans le mur, quoi. Donc, l'excès de confiance, ouais, c'est une phrase un peu bateau, souvent, hein, ceux qui affichent trop de confiance sont en manque de confiance, mais c'est une réalité aussi, je trouve, dans le business, celui qui va chercher à contrecarrer ce que tout le monde lui dit, ou qui va pas forcément porter de valeur à la critique ou à autre chose, qui va afficher une forme d'assurance. En général, c'est celui qui vient chercher justement juste des approbations, et en général, ça manque cruellement de confiance quand tu as besoin de l'approbation pour viabiliser ton projet, quoi. Bah, tu vois, comme je dis souvent, pour passer d'un projet à une réalisation, il y a quand même un certain nombre d'étapes, il y a quand même un certain nombre de choses à faire, à savoir, à déjouer. Et c'est pas toujours facile. Le problème, c'est que aujourd'hui, quand on te raconte une réussite, souvent on élude ces questions-là. C'est-à-dire que souvent on va te parler de quelque chose d'assez fulgurant. J'ai fait ça, boum, ça a marché. Ouais. Et on va pas te raconter, quand t'es allé la première fois à la banque, on t'a envoyé chier. Quand t'as cherché un local, on t'a dit que t'as pas assez d'argent. Quand t'as été sur tel ou tel projet, on t'a dit, non, t'es trop jeune, trop petit, machin. Ça, les gens écartent ça de l'histoire. Et donc, quand on te raconte ça, et qu'en plus, ça devient un fantasme, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde veut être Zuckerberg, Elon Musk. Allez, tu te planques dans un garage, tu sors une application, t'es milliardaire. Ouais, les gars. Mais ça, c'est vraiment typique du biais du survivant. C'est-à-dire que le biais du survivant, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc de prendre une histoire, donc un storytelling, là, et de se dire que c'est la recette de la réussite. Ouais. Voilà. Donc, c'est celui qui a survécu. Donc, en effet, si on reprend Jeff Bezos, le patron d'IKEA, enfin, le créateur d'IKEA, Steve Jobs, oui, ils ont commencé dans un garage. Et si même je descends je vais pas dire d'un cran, mais de 50 crans, et que je te prends les influenceurs d'aujourd'hui. Pour beaucoup de gens, faut que j'arrive à péter le score en allant juste faire une télé-réalité et mon avenir change. Ouais. J'ai réussi, tu vois. On t'a pas raconté ce qui se passe à Dubaï, peut-être. Ouais, et puis on t'a pas raconté tous ceux qui ont commencé dans un garage ou tous ceux qui ont fait une télé-réalité, et leur vie, c'est ça. C'est pas celle du survivant. Voilà. C'est celle de celui qui... Donc oui, je sais pas si on est toujours dans le thème de la confiance, certainement. Mais voilà, je pense qu'il faut tempérer aussi les choses. Et en tout cas, personnellement, quand tu viens me voir en me racontant l'histoire du survivant, moi je vais te raconter l'histoire de tous ceux qui sont morts dans le film. Voilà, pour te dire attention. Ouais, peut-être que c'est toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas tout. Mais attention, il y en a quand même pas mal qui sont morts dans le film, quoi. Ouais. Soyez confiants. Il y a une notion de la confiance qui est primordiale dans le business, c'est celle de la confiance dans la relation client, la confiance de nos clients, finalement. Comment, j'ai envie de dire, de poser ça un petit peu brutalement, mais comment on installe une relation de confiance avec un client qui se lance? Je pense que ça commence... je vais me lancer, ça commence ultra simplement. Ça commence par faire ce qu'on dit. Voilà, déjà, poser les limites de ce qu'on va faire, être très clair dès le début sur ce qui est faisable ou pas, et le faire. Et si, par bonheur, t'arrives à faire un peu plus que ce que t'avais dit, à mon avis, t'es sur la bonne voie, ou on est sur la bonne voie plutôt. Moi, je pense que ça part de là, la confiance. Comme dans toute relation, une relation avec un client, c'est pas tellement différent que d'une relation avec un ami ou avec un conjoint, une conjointe. Ça passe par faire ce qu'on dit.
à la différence que cette personne te paye. Ça joue. Je pense que ça joue. Moi, je reviens sur le terme, hein, le contrat. La confiance, elle est mesurée vis-à-vis d'un contrat, écrit ou oral, hein, mais on discute des termes. J'explique qui je suis, ce que je fais, ce que je sais faire, et voilà. Ça peut parler de formation, d'expérience, de tout ce que tu veux, ou de rien. Mais en tout cas, je vais dire, et je reviens à ce que j'avais dit, je sais plus dans quel épisode je parlais de projet. On s'engage sur un budget, un délai, un périmètre. Une fois que tu as discuté de ça avec le client, et je reviens à l'épisode précédent, la fameuse priorisation de Moscou, où tu dis ce que je vais mettre dedans, ce que je pourrais mettre dedans, vous mettez d'accord, surtout ce que je vais pas faire dans ce contrat-là. Et je reviens à ce que tu viens de dire, Félix. Après, c'est très clair. Quand tu dis faire ce qu'on a dit, si tu l'as bien dit et bien explicité, c'est facilement mesurable, en fait. Tu vois ? Et souvent, cette confiance, elle n'est pas vraiment trahie parce que t'es un enfoiré ou parce que t'as pas voulu travailler, etc. C'est souvent trahi, entre guillemets, parce que c'était pas clair au début. Ah, c'est ça, la clarté. C'était pas clair au début. Que ton client t'appelle à 23h, tu ne décroches pas, il y a de la frustration. Mais si tu lui as expliqué que non, attention, c'est comme ça que ça se passe, tu m'appelles pas, tu m'envoies un email, et tu ne m'appelles qu'en cas d'extrême urgence, bah, elle sera pas déçue quand elle t'appelle à 23h. Elle t'appellera même pas à 23h. Voilà. Donc, c'est juste des choses comme ça qu'il faut établir. C'est pour ça que je parle de contrat. Et derrière, plus tu auras mis de termes dans ce contrat-là, ça peut paraître un peu, comme je dis souvent au début de relation, il y a le gros enthousiasme et puis on veut pas forcément froisser l'autre. On a eu cet épisode sur le risque. Moi, j'appelle ça des points d'attention. Où tu vas commencer à lister ces points d'attention en disant, bon, tout va bien aujourd'hui, mais voilà ce qui va faire que ça va rester bien. Ne m'appelle pas à 23h, je suis là pour toi, etc. Mais donne-moi 24 heures pour faire telle ou telle chose, donne-moi 48 heures pour telle ou telle chose, tu vois. Une fois que c'est posé, mais il n'y a pas de surprise. Quand elle va t'appeler le mercredi 1er novembre, jour de la Toussaint, que tu décroches pas, il n'y a pas de frustration. Ouais. Voilà. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que toi, tu auras forcément pas l'impression d'avoir trahi la confiance, mais de l'autre côté, la perception ne sera pas la même. Et le contrat permet d'avoir une lecture claire. Et quand il y a conflit, s'il y a conflit, on ressort ce contrat-là. On se dit, est-ce que j'ai violé un des termes de ce contrat-là ? Et ça peut faire redescendre la frustration à ce moment-là. Moi, en tout cas, c'est un élément fondateur, parce que c'est vrai que souvent, on est dans cet enthousiasme où on a envie que le client soit comme un partenaire, voilà, on échange dans des conditions plutôt cool. Mais en vrai, il y aura des moments de tension dans un projet. Et il faut que tu aies ce truc-là à ta disposition pour pouvoir parler vraiment calmement, quoi. Ouais. Ce par quoi tu as commencé, c'est expliquer qui tu es. Pour moi, ça, c'est vraiment la base de la relation de confiance. Parce qu'une fois que tu as expliqué qui tu étais, donc que tu as posé exactement tes conditions, en fait, mais pas noir sur blanc, c'est-à-dire que tu as pris le temps d'expliquer ta façon de travailler, ta vision, du coup, mais celle de ton entreprise, bah, ça éclaircit énormément de choses. Et en fait, ça installe la personne tout de suite dans une relation soit de confiance, soit de rejet. C'est-à-dire que si ton identité est marquée, que tu fais preuve d'intégrité et que ça ne correspond pas aux valeurs en face, on le répète souvent, mais on a des valeurs qui sont liées à l'excellence, l'abnégation, donc le perfectionnisme, on l'a banni de notre champ lexical depuis un petit moment, parce que la perfection est inatteignable et que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher et que on ne peut pas l'atteindre et que on met un point d'honneur à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Mais une fois que tu as posé ça, une personne qui viendrait par exemple à la recherche du prix, exactement. C'est-à-dire que elle serait tout de suite en rupture avec qui tu es. Et du coup, comme tu dis, en fait, il n'y a même pas besoin de nourrir une relation de confiance. Elle est en confiance avec le fait que c'est pas avec toi que ça va se faire. Et ça marche aussi. Hein. Mais ça marche. Ça marche super bien. Et en fait, ça marche super bien dans le sens où
tu vas pas toi t'engager à accorder aussi de la confiance à quelqu'un qui ne pourra pas répondre à tes exigences et inversement. Et en fait, ce point-là, d'expliquer qui tu es, mais là, je vais même sortir de l'entrepreneuriat, hein, c'est, comme tu dis, c'est-à-dire nuancer l'excitation du début. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve surtout quand on se lance, comme tu le dis souvent, tu prépares bien ton business plan, tu prépares bien, peu importe le business que tu as trouvé, mais tu prépares bien tes fournitures ou bien ton produit, tu le peaufines et puis t'as pas de clients, quoi. Et c'est quand même le point fondamental sur lequel il faut se fixer, c'est d'avoir des clients. C'est la base de toute entreprise parce que tu peux avoir le meilleur produit, la meilleure com, ce que tu veux. Si t'as pas de clients, ton business il marche pas. Et bien souvent quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, le premier client, c'est plus il est roi, il est empereur du monde, et si tu dois creuser la terre jusqu'en son centre, t'iras pour lui, et en fait peu importe ce qu'il a à t'offrir, parce que et ça c'est un truc où il faut bien se rappeler de qui on est, pourquoi on le fait, reprendre sa plateforme de marque, sa vision, et se rappeler qu'en fait c'est pas, on doit pas se trahir soi-même, il faut se faire confiance en soi. Parce que cette confiance-là, elle va ressurgir sur la relation, en fait. Oui, parce que si tu ne fais que suivre l'autre, au bout d'un moment, tu te perds. Parce qu'effectivement, tu vas essayer, on parlait aussi de ça, d'adaptabilité, etc. Donc, tu vas essayer de te fondre dans un moule que l'autre a créé, ou en tout cas qui correspond à l'autre. Sauf que l'autre, il va changer à un moment donné. Tu vois, tu parlais de client, ton premier client qui est un peu... celui qui définit un peu ta boîte finalement. Non en fait, parce que si tu regardes bien, c'est pas des études, mais en tout cas la durée d'un client dans ton portefeuille, c'est entre 3 et 4 ans. Et il faut pas que ça soit plus que ça, parce qu'à un moment donné, il y a cet élément de surprise là, tu ne le surprends pas plus forcément. Il y a cet élément de nouveauté, il te parle tous les jours. Ça se passe bien, hein, c'est pas que ça se passe mal, mais il y a ce côté, il a besoin de nouveaux challenges aussi, donc il faut peut-être qu'il aille travailler avec quelqu'un d'autre. Et ça vaut pour toi aussi. C'est-à-dire que tu es tout le temps dans ces problématiques, finalement, tu deviens comme un interne, tu vois, et tu n'as plus cette fraîcheur que tu apportes justement du consultant externe, qui vient avec, justement, tu es animé de tout ce que tu as fait d'autre que lui, et ça va venir nourrir votre relation. Et si au bout de 3-4 ans, tu es en train de travailler sur ces problématiques, avec ces freins aussi, c'est-à-dire que tu connais un peu... T'es trop impliqué, en fait. Ouais, t'es impliqué, tu connais la hiérarchie, tu connais les petites luttes en interne, tu navigues tellement dedans que finalement tu t'adaptes aussi. Ça devient une partie de toi-même, et inversement, quoi. Et donc c'est pas très bon de garder des clients trop longtemps, même si tu vois, ça a l'air con de dire ça comme ça, tu vois. Après, là on dit ça, mais on a quand même le biais de nos business à nous. Oui, évidemment. Qui sont bien éloignés d'autres business dans lesquels c'est fondamental de verrouiller un client et de le garder toute une vie. Donc je pense à Microsoft, Apple, Meta, souvent ces entreprises un peu justement de la tech, mais eux qui vont offrir plus qu'un service, qui vont offrir un produit, qui vont vendre un produit. Et donc là, dans cette situation-là, si vous êtes dans cette situation-là, au contraire, construisez des remparts concurrentiels forts et fermes et que personne ne pourra ébranler, et enfermez vos clients dans une chaîne dont ils ne pourront jamais sortir. Et même dans ça, si tu réfléchis bien, c'est-à-dire que tu vas quand même avoir, je te prends un autre exemple, tu vas avoir des biens de consommation, de grande consommation. Tu vas quand même réfléchir à l'évolution. Tu vas dire, je prends cette fille-là à un moment donné sur du cosmétique, et à un moment donné, elle va avoir des enfants, donc je vais lui offrir d'autres produits qui n'ont rien à voir avec les premiers, et ensuite, après les enfants, son corps va changer, donc ça sera d'autres produits. Donc tu vas quand même t'adapter, et tu vas devoir ouvrir ton panel. Donc c'est quand même différent de ce qu'on est en train de raconter. Et par rapport à nous, c'est le cycle de vie entre guillemets. On parle de domaines. Si je simplifie, c'est des domaines créatifs où tu dois apporter une expertise en communication et en visuel. Et tu vois, ça va finir par s'étioler à un moment donné. Et puis nous, on est dans du B2B, clairement. Ouais.
Et quand tu es dans du B2C et que tu n'as pas la même relation de confiance, c'est-à-dire que si on reprend par exemple un exemple qui va parler à tous, mais Apple, sa relation de confiance, elle s'installe justement à travers la fiabilité de son produit, la durabilité, la chaîne finalement de produits qui va te permettre d'avoir tout un écosystème. Et en fait, la confiance, elle est bâtie par cette qualité, cette recherche d'innovation et de nouvelles qualités. C'est-à-dire que la keynote d'Apple, c'est attendu pour certains comme Noël, en fait, de se dire qu'est-ce qu'ils vont sortir, c'est quoi les nouveautés. Ça passe dans des journaux télévisés, la sortie du nouvel iPhone, quand il y a eu la sortie des tablettes. Enfin, on a tous en tête des révolutions un peu marquantes de lancement de produits de chez Apple, et de se dire finalement cette confiance-là, le client il la reçoit parce qu'il sait que derrière il y a une entreprise qui va redoubler d'efforts pour justement ce que tu disais, le surprendre et compagnie. C'est bien que tu parles de ça parce que c'est deux façons d'établir la confiance. Si on parle de nous, des métiers de consultants, etc., on a quand même, comme tu dis, c'est du B2B, mais surtout, on parle au client final. C'est-à-dire qu'on s'adresse à lui. On échange, on entend sa voix. On peut le revoir les yeux dans les yeux, essayer de répondre à ses objections, etc. Quand tu parles d'Apple, c'est, à la base en tout cas, c'est comme ça, c'est de la communication plutôt descendante. Ça a changé aujourd'hui parce que l'utilisateur a les moyens de te faire savoir quand il n'est pas content. Mais en tout cas, tu as ce truc de masse là. Et donc, tu as d'autres moyens. Donc déjà, tu parlais de la keynote. Et tu as d'autres moyens, c'est de passer par des ambassadeurs. Je regardais une super pub qui a été faite là récemment avec LeBron James et Erling Haaland sur les Beats by Dre. Super film. Très très bien fait. Et l'idée, c'est justement de passer soit par des ambassadeurs, on parle aussi de preuves sociales, on nous demande toujours ça, quand tu veux faire un site internet, on te conseille à un moment donné d'avoir un encart lié à la preuve sociale. Donc ça va être des commentaires d'autres personnes qui te ressemblent et qui vont te garantir, entre guillemets, vraiment entre guillemets, que ce produit-là, il te convient aussi. Donc Apple, ça passe pas directement par Tim Cook et sa keynote, ça va passer par ton pote qui l'a. Et parce qu'il a payé super cher, on a parlé de ça dans un épisode. Dans la valeur. Et il devient un vendeur. Un vendeur d'Apple. Ouais. Voilà. Donc, c'est une autre façon de faire que nous, on aimerait avoir. C'est-à-dire qu'il faudrait que nos clients aillent voir d'autres personnes pour leur dire attention, HDD, Foumalakit, c'est de la balle, il faut que vous alliez vraiment travailler avec eux. Mais c'est pas ça notre truc de base. Nous, c'est pour ça que j'insiste sur ce contrat de confiance. C'est que ce contrat, tu le signes directement, en tout cas, tu en discutes directement avec ton client. Apple, ils énoncent des choses qui vont toucher à différents grades. Effectivement, soit tu regardes la pub, t'es fan, tu as 1500 balles en poche et tu lâches. Mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Ça descend petit à petit, on t'en parle. Tu regardes ton voisin, ça s'installe. T'as un sentiment, donc on parle de pyramide de Maslow à un moment donné, donc quand t'as satisfait tes besoins primaires, tes besoins de sécurité, t'as ces besoins d'appartenance ou d'estime là, où tu vas commencer à te dire si j'ai pas l'iPhone dans ma poche, je suis un peu un rigolo. Alors là où c'est fort quand tu parles de pyramide de Maslow, c'est qu'il y a des marques dont l'image est tellement installée qu'ils arrivent à griller certaines étapes de la pyramide de Maslow. Il y en a qui mangent pas forcément bien, mais qui vont quand même aller dégainer le sac Vuitton ou le... Est-ce qu'on commence à viser certaines nationalités ou pas? On va pas faire ça ce soir. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. La confiance, chez le client. Alors, ce qui est marrant, c'est que certaines marques, je pense par exemple à Amazon, c'est devenu un argument de vente principal. C'est-à-dire que moi, Amazon, pendant longtemps, j'étais très réfractaire, pas à Amazon, mais au fait de commander en ligne. Parce que pour moi, commander en ligne, c'était un truc, je vois pas le produit, je l'ai pas en main, j'ai pas les sensations. Pour les habits, c'était même pas en rêve. Parce que c'est ça. Et il y a aussi cette notion de
ouais, mais si le truc il me plaît pas, si ça me va pas. Et en fait, c'est là que je me rends compte un peu avec le temps, Amazon, c'est devenu un argument de vente majeur, leur confiance. Et c'est pour ça que leur service après-vente, mais c'est un service après-vente hors norme. C'est vraiment ça. C'est quand tu parles de e-commerce, tout à l'heure je parlais de site au sens large, c'est-à-dire que tu vas parler d'un produit, il faut effectivement que tu aies la voix du peuple qui vienne rassurer. Mais tu vois, quand tu conçois un site, on te dit déjà, ouais, il y a ces mots-là, footer, réassurance, ça veut dire tu arrives, on te dit 4 fois sans frais, livré en 48 heures, machin, plein de termes comme ça. Et il y a un épisode aussi, tu parlais du switching cost, tu vois. Et en fait, c'est comment tu arrives à gommer les peurs, les angoisses, tout ce que tu veux, les freins, pour être un peu moins violent, du client par rapport à une expérience qui n'est pas naturelle. Ouais. En fait, en gros, on veut remplacer l'expérience que tu as en allant en magasin, où tu as le toucher, tu as les essayages, etc. Et ben, tu vas faire le pendant digital de ça. Donc, il y a des marques qui se sont démarquées, comme Asos à un moment donné, où on te met un modèle qui est pas forcément celui que tu as l'habitude de voir. Et donc, quand tu vas être dans les grandes tailles, tu vas avoir un modèle et puis tu sens qu'il te ressemble un peu plus. Ouais. Mais en plus de ça, on va te dire, il mesure tant, il pèse tant. Donc, tu as une sorte de repère visuel beaucoup plus engageant que juste les tailles normales, quoi, si tu veux. Et là, tu vois comment le vêtement est sur la personne, quoi. Ouais. Donc, il y a plein de freins comme ça. Et à côté de ça, tu parlais de service après-vente. Effectivement, les conditions de renvoi aujourd'hui, t'achètes des fringues, ouais. Bon, je pense que c'est incroyable. Autour de cette table, il y en a. Moi, j'aime pas ça personnellement, tu vois. Ne serait-ce que retourner à la poste ou jeter un truc. J'aime pas trop ça, donc je suis pas forcément le client que ça va toucher, mais c'est quand même d'une efficacité redoutable, quoi. De se dire, tiens, tu en achètes 4, tu essayes et puis les 3 autres, ça va pas, tu les renvoies, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, c'est facile, donc ça a gommé plein de freins comme ça sur l'expérience digitale de ces marques-là, mais ça a demandé de nouvelles expertises. Et c'est là où moi personnellement je me régale et que j'apprends plein de choses. C'est que justement le monde tend vers ça, et des profils comme ça de consultants qui connaissent ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, digitale en particulier, c'est royal, quoi. En tout cas, on s'éclate parce que tu as un vrai impact sur la vie des gens finalement. Voilà. La confiance, on en a parlé là, du client envers la marque, mais je pense que pour reprendre le cas d'Amazon, mais plein d'autres business, à mon sens, c'est ultra important aussi que la marque ou l'entreprise ait confiance en ses clients. Merci beaucoup. Ouais. Et avant de parler de marque en ses clients, on va parler de prestataire en son client. C'est-à-dire que dans le contrat, effectivement, j'ai dit ce que j'allais faire, dans quel budget et quand. Mais il faut que tu me dises aussi quand est-ce que tu me payes. Et que je sois sûr que tu vas pas mettre en péril la vie de ma société parce que toi, t'en as rien à faire et que tu vas me payer 3 mois plus tard. Tu vois. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, dans les conditions du projet, si tu as dit que tu me fournissais telle ou telle chose à telle ou telle date, je vais parler de ça, du chemin critique que je vais calculer pour te satisfaire et te dire je vais faire ça en 2 mois et pas 3. Si tu commences à avoir du retard sur ce que tu dois m'envoyer, t'étonnes pas si ça revient à 3 mois. N'aie pas de frustration à ce moment-là. C'est pour ça que quand je parle d'écrire les choses, c'est pas je m'engage à faire ça dans 2 mois. Je m'engage à faire ça dans 2 mois si tu t'engages à faire ce que tu m'as dit pendant la réunion d'initialisation. Voilà. Donc ça va dans les 2 sens pour moi. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais avant de parler de clients et marque, ou marque et client, dans notre relation avec nos clients, c'est pour ça qu'on dit qu'on choisit aussi nos clients, c'est que quand tu te rends compte que le client ne t'enverra pas les éléments, ne s'engagera pas sur lui-même le travail qu'il doit faire, parce que souvent c'est ça, hein, c'est ok, ouais, c'est cher, est-ce que je peux pas prendre en charge tel ou tel truc, si tu veux. Mais si tu le prends pas en charge, tu vas me faire perdre mon temps et tu risques de le payer à un moment donné. Voilà. Donc c'est là où il faut être assez clair. Et j'ai en tête tout un tas de messages sur les réseaux sociaux, des jolis DM qui demandent c'est combien
Il n'y a pas de bonjour. J'ai l'impression d'être quelqu'un qui fait des passes sur le trottoir. C'est affreux. C'est combien? Quels sont vos tarifs? J'ai eu une conversation pas plus tard qu'hier avec notre sister amie, qu'on salue. Qui viendra Voilà. dans ce podcast nous parler de son expérience. Je l'ai prévenu qu'il fallait qu'elle vienne. Et surtout, je l'ai prévenu, il fallait qu'elle écoute. Ouais. Voilà. Parce que, effectivement, on aborde pas mal de choses. Et hier, on a parlé de projets. Et elle avait besoin, justement, que j'arrive à quantifier son investissement en communication. Ok. Et donc, je lui ai dit, je peux faire cet exercice pour toi si tu arrives à quantifier tes objectifs. Parce que tu me dis que tu veux péter le score. C'est quoi péter le score? Voilà. Si tu arrives à me dire ce que c'est, ouais. Je vais pouvoir mettre en face des moyens ouais. qui peuvent t'amener à ça, qui ne vont peut-être pas t'amener à ça. Ouais. Mais si tu ne mets pas en marche ce que je te demande, ouais. tu ne péteras pas le score. Et si tu veux, c'est une discussion qui a été super enrichissante parce qu'elle me dit, ouais, c'est ce que j'ai envie d'entendre depuis longtemps. Je dis, mais c'est ce que je dis à mon frangin, qui devrait te transmettre le message depuis longtemps aussi. C'est que, effectivement, quand on travaille avec des proches, on est plutôt sur la solution que l'énoncé du problème. Voilà. Et malheureusement, l'éducation ne passe que par l'énoncé du problème. Voilà, donc il faut souvent dire les choses et dire, ok, tu veux atteindre une cible de 1 million d'abonnés, c'est possible. Mais est-ce que tu es prêt à payer le sponsoring que ça vaut, machin? C'est ça. Voilà, parce que souvent on va te parler effectivement de ce biais du survivant, on va te dire, mais lui il a réussi. Il a réussi mais lui, avec il a une vidéo peut-être TikTok. Voilà, mais lui il a peut-être monté son cul, peut-être qu'il a fait des sextapes, etc. Tu es prêt à faire ça? Oui, bah, on peut tenter, oui. Mais sinon, tu vas payer la sponsor TikTok, Facebook et compagnie, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, donc confiance que nous aussi on a dans le client. Et moi je repensais à Amazon en fait avec ce truc surprenant du SAV en fait. C'est qu'en fait avant qu'ils mettent avant que ça devienne quand même un point de crispation pour eux, ouais. C'est quand même le SAV que t'appelais et tu disais j'ai rien. J'ai pas reçu le colis. Ok monsieur. C'est incroyable. Ouais. moi ça m'a estomaqué. C'est incroyable. Alors bien sûr, il y a des mecs qui se sont dit attends, ça marche avec un MacBook Pro 16 pouces. Est-ce qu'on cite encore une nationalité? Là, on va pas donner de nom par contre. Là, il y a plus de name dropping les gars. Non mais c'est incroyable et en fait d'être face à une personne qui dit très bien monsieur, je procède au remboursement, il y a pas de mise en doute de la parole du client. Ouais. Mais je pense que c'est un peu plus fin, subtil que ça. En fait, ils acceptent de se faire voler. Exactement. Mais dans la tête du client, c'est ce gars-là me fait confiance. Et regarde, ou ce gars-là ou cette boîte-là me fait confiance. Non, mais en fait, regarde à quel point c'est payant. C'est que là, aujourd'hui, on a un podcast. Ouais, et on en parle. Et on vient d'en parler. Ouais, clairement. Et inversement, moi, cet été, j'ai vécu un truc que j'ai vécu vraiment, mais vraiment, vraiment comme une injustice profonde. Et tout revient à ce que tu disais, c'est-à-dire le contrat. Et donc, je m'explique. Je pars faire une location estivale, d'accord, dans un endroit où il y a énormément de locations. J'arrive dans l'endroit, il n'y a pas d'état des lieux qui est fait en présence d'une personne. Ok ? Donc, c'était un village vacances. Il n'y a pas d'état des lieux qui est fait. Bon, je remonte à la réception pour signaler 2 problèmes. Ok ? On me demande pas de photos ou quoi que ce soit. On me dit qu'il y a une personne qui va venir pour régler le problème en question. Je dis, je tiens à le mentionner. Comme ça, truc. Je prends des photos, moi, de ce problème. Je fais ma location. Enfin, je fais mes 2 semaines de vacances en famille. Et pendant les 2 semaines, il n'y a personne qui passe. Donc, je remonte une autre fois au cours du séjour. Il n'y a personne qui passe pour régler le problème. Peu importe. C'est pas grave. C'est pas un petit gros problème. C'est un store qui est pété. Voilà. À l'entrée, on me dit, donc quand je signe le contrat, là-bas, on me dit qu'il y a 2 cautions. Il y en a une pour le ménage, si le ménage n'est pas respecté, et il y en a une pour le mobilier. Il y en a une de 300 et une de 150 €.
Je fais mes 2 semaines de vacances, toujours pas d'état des lieux à la fin. Moi, je fais un départ anticipé parce que il fallait que je rentre plus tôt. Et donc, j'explique que je vais partir finalement plus tôt. Est-ce que l'état des lieux vient être fait? Non, monsieur, vous déposez les clés et vous pouvez partir. Et une semaine après, je suis débité de 450 €. Donc, j'appelle et puis je demande quel est le motif. Et on m'explique qu'il y a un endroit d'une porte qui a été brûlé. Voilà. Donc, je demande si c'est à l'intérieur, à l'extérieur. On me dit non, c'est à l'extérieur. À l'extérieur, l'une des portes extérieures a été brûlée. Je dis, écoutez, je fume pas, je n'ai pas d'allumettes, aucun de chez nous fume et compagnie. Et donc, en fait, je vois pas à quel moment quelque chose a pu être brûlé, puisqu'à l'intérieur, c'est des plaques électriques. Enfin, bref. En tout cas, moi, je sais que ni moi, ni mes enfants, ni ma femme n'a fait brûler quoi que ce soit. Ni bougie, ni allume-cigare, ni... Enfin, on fume pas, il n'y a pas de feu, quoi, dans notre vie de tous les jours. Voilà. Donc, je dis, c'est forcément un dommage causé par une tierce personne. Et je n'ai pas la temporalité, parce que moi, la brûlure dont vous parlez, je peux pas la voir, là. Donc, vous allez m'envoyer une photo, déjà, en premier lieu. Et 2, je peux pas vous dire quand est-ce que ça a été fait. Moi, quand je suis arrivé, c'était pas là. Et quand je suis parti, c'était pas là. J'ai pas constaté de brûlure, j'ai tout nettoyé, et ainsi de suite. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est quoi? Ma parole contre leur parole. Et heureusement, entre guillemets, j'ai des astuces, entre guillemets, technologiques. C'est-à-dire que j'aurais dit, vous m'envoyez une photo. Elle me dit, non, mais la photo, je dis, quand est-ce qu'elle a été prise, la photo? Non, la photo, elle a été prise par les dames de ménage dès que vous êtes parti. Ouais. Je dis, je suis parti quand? Elle me dit, votre contrat et truc, nani, vous êtes parti à... Je dis, non, je suis venu pour dire que j'étais parti en 2 jours avant et j'ai laissé les clés et ainsi de suite. Mm-hmm. Ah oui, non, ça a été noté, mais justement, la photo, elle a été prise à ce moment-là, dès que vous êtes parti. Très bien, envoyez-moi la photo. Métadonnées. Enfin, la photo, elle a été prise après notre conversation téléphonique, là. Allez, hop. Voilà. Donc, je dis, bon, à partir de maintenant, c'est votre parole contre la mienne. Là, vous m'avez déjà menti sur le fait que la photo, elle avait été prise par les personnes. Je remets tout en truc. Et là, c'est discussion, mais vraiment conflictuelle. Parce que moi, je campe sur ma position, eux, ils campent sur leur position. Et je dis, de toute manière, c'est très simple. Vous revoyez tout votre process parce qu'il n'est pas bon. Il n'y a personne qui vient consulter à l'aller. Il n'y a personne qui vient consulter au départ. Ça veut dire que c'est... si je pars et que je pars et un enfant jette une pierre sur la fenêtre, je suis parti dans le laps de temps même d'une demi-heure, là, et c'est qui est-ce qui paye la fenêtre? Les parents de l'enfant, vous, moi? Ouais, non, c'est donc, c'est cette importance du contrat. Important. Et en fait, là, maintenant, moi, je vais les citer. C'est ce que j'allais dire. Ciblou Village. On va faire comme Julien Courbet. Exactement. Malgré le fait qu'ils m'aient remboursé, parce qu'au final, ils m'ont remboursé. L'expérience est naze. L'expérience, elle est gâchée, en fait. C'est-à-dire que, c'est ce que je lui ai dit à la personne, le fait, déjà, de devoir parler à 3-4 personnes différentes pour réexpliquer le truc, parce que d'ici à avoir le directeur qui va te dire, allez, ça va trop loin, ça prend trop de proportions et compagnie, c'est intolérable. Vas-y, on rebalance encore le nom. Ciblou, S-I-B-L-U Village. Et c'est dommage. Et donc, j'espère qu'une personne va entendre ça parce que ça gâche l'expérience utilisateur. Toi qui es expert. Écoute, tu vois, l'histoire, c'est quoi? C'est que tu en as dans le business model, tu as parlé d'Amazon tout à l'heure, eux, ils vont faire appel à des assureurs, ce que tu veux, des mecs qui sont hyper bons en mathématiques, ils vont faire le calcul, se dire, bon, si je rembourse X%, donc ils vont calculer ce risque-là. Combien de gens sont à même de m'appeler, mentir sur le fait qu'ils n'ont pas reçu? Et combien ça va me coûter? Donc, ils ont l'estimation. C'est ça. Ils peuvent être surpris, C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les gens se parlent et se disent, oula, c'est une bonne affaire, ça peut être un peu au-dessus. Mais, en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont déjà calculé. Ils vont mettre ça en regard du nombre de clients qu'ils vont gagner vis-à-vis du fait que cette expérience est améliorée. Eh peut-être que eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans leur but, c'est de se dire, finalement, à chaque location, je rajoute 450 € que je vais voler quelque part, n'est-ce pas, Ciblou, au moindre truc. Voilà, je rajoute ça et en fait je déduis les gens comme toi qui vont pouvoir aller regarder dans les métadonnées. Voilà. Donc c'est peut-être Et je me suis vraiment dit des voleurs, par rapport à quoi? Par rapport au montant qu'ils m'ont débité.
Ouais. Donc je rappelle, il y avait 300 € pour le mobilier, 150 € pour le ménage. J'allais y venir, ouais. Ils ont débité les 450 €. Ouais. Et quand je les mets en porte-à-faux par rapport à ça, ils m'expliquent que le montant de la porte est supérieur aux 300 €, donc ils prennent le maximum qu'ils puissent prendre. Ok, J'ai dit non. Ce que vous payez là, ce que vous faites payer, c'est une franchise pour l'assurance. Parce que l'assurance, là, vous allez être remboursé de votre porte. Ce que vous prenez là, le montant de ma caution, c'est le montant de la franchise. C'est pas le montant de la porte. Parce que si je me mets à détruire l'intégralité de votre truc, vous faites quoi? Vous retirez les 300 € et puis le reste, vous allez les chercher chez qui? Chez moi? Non, jamais. Donc, enfin bref. Donc tout ça pour dire, bon là, c'est vraiment c'est du cas par cas, là. Je viens de parler de j'en ai gros sur la patate. Allez, c'est fait. Non, mais c'est pour ça. C'est clairement fait, mais c'est tout ça, c'est pour expliquer que c'est des choses qu'on doit définir au départ. Et en effet, si c'est une volonté vicieuse d'aller chercher ça, là, la trahison, enfin, le fait de trahir la confiance de nos clients peut coûter très, très cher. Vraiment. On a bien échangé sur la confiance. Est-ce qu'on a parlé de confiance en soi? Très peu. Très peu, hein. Mais je pense qu'elle est intrinsèquement liée Je pense, oui. à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire se connaître soi-même. Avant de créer quelconque relation de confiance, si cette confiance en soi, elle n'est pas établie, ça devient très compliqué d'inspirer la confiance pour l'autre, quoi. Je pense. Est-ce que... on va peut-être laisser Félix développer là-dessus, mais le questionnement que j'ai, c'est quels sont les éléments qui pourraient enrichir, développer la confiance en soi, ou au contraire, qui pourraient l'ébranler ou la limiter depuis l'enfance, enfin bref. Qu'est-ce que tu penses de ça? De cette patate chaude que je te balance? Contrôle poitrine. Normal. Je pense qu'il y a deux choses dans la confiance en soi. Il y a une partie, je dirais pas que c'est de l'inné. On en a parlé, je crois. Tu avais posé une très bonne question dans l'épisode des valeurs sur la première fois qu'on a perçu notre valeur. Et je mettrais ça un peu en parallèle avec la confiance en soi. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir très jeune, ou en tout cas qu'on peut nous donner très jeune. Par de la valorisation, par tout un tas de trucs, la pensée positive, etc. Dans l'éducation des parents, dans le regard que les professeurs vont avoir sur toi, que les coachs sportifs vont avoir sur toi, que tes amis vont avoir sur toi parce que t'es plus grand, plus beau, plus petit, ou peu importe. En fait, c'est des choses qu'on peut te donner assez tôt. Mais après, il y a une autre partie de ça. Dans la confiance en soi, je dirais que c'est ni plus ni moins que l'expérience, en fait. Et au-delà même de l'expérience, je dirais tes petites réussites que ton petit mur que tu bâtis tout seul. C'est-à-dire que, en fait, la confiance, pour moi, ça se bâtit dans l'épreuve, aussi simple que ça. C'est-à-dire ce que tu vas faire pour progresser. Ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être dans lire un bouquin. Ça peut être réussir une vente, tu vois, qui va amener un capital confiance. Ça peut être dans le sport, j'en ai parlé la dernière fois, mais moi je pense que le sport, là, je fais une petite parenthèse, je pense que c'est un truc ultra, ultra important, parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, ne dépend que de toi. Et quand on parle de confiance en soi, et tout à l'heure vous en avez largement parlé et bien parlé, du fait que on peut t'en apporter, tu peux avoir besoin de la confiance, de l'appui des autres, mais il y a des choses qui se construisent qu'à travers ton regard. Et en fait, le fait de passer ces petits steps à chaque fois, là, c'est des choses qui te permettent d'avancer. Et à contrario, c'est pas quelque chose de stable. Tu vois, il y a un truc qui moi j'entends souvent dans les gens, parce qu'il y a pas mal de gens qui me parlent de leur projet finalement, et qui me disent ouais, mais lui, il a confiance en lui, c'est plus facile. Moi, j'ai pas confiance. Moi, j'ai pas. Mais la confiance, c'est pas être brun, avoir les yeux bleus. C'est pas des choses immuables. C'est quelque chose qui monte, qui descend. Même n'importe qui qu'on voit ou dont on entend parler. Tu parlais des success stories tout à l'heure, Sergio. C'est des up and down tout le temps. Et c'est à chaque fois remettre le bleu de chauffe, faire ses preuves, échouer, retenter différemment. Et finalement, c'est un cycle plus qu'un état établi, si j'ose dire. Oh, après le contrôle poitrine, il a envoyé une reprise de volée. Parfaite. Nickel. Et moi, je rebondis sur un des derniers termes que tu as utilisé, c'est échouer.
Et je pense que ça se construit au-delà de ce que tu as dit, c'est-à-dire il y a une partie innée et une partie qui est liée à l'expérience. Il y a aussi cette tolérance à l'échec, ou même, je ne vais pas appeler ça le goût de l'échec parce que ça serait mal interprété, mais le goût de la reconstruction après l'échec. Ouais. Et c'est quelque chose, je trouve, en tout cas dans la société française. On va dire que je m'attaque souvent à la société française, mais je m'en fous. Déchéance de nationalité, la totale. On va m'envoyer au Togo. Oh putain. Je trouve que voilà, l'échec en France, il y a ce côté très très négatif et quelque chose dont on ne se relève pas. Alors que aux États-Unis, par exemple, non, c'est un processus normal. Et tu l'avais dit, Vincent, par rapport à la Silicon Valley, c'est cette fameuse maxime où il faut échouer le plus de fois possible, le plus vite possible, pour pouvoir construire en gros un socle solide. Et je me raccroche aussi à ce que tu disais sur le sport. Moi qui ai fait pas mal de sport, j'ai jamais été vraiment le talentueux de base, mais j'ai toujours été quelqu'un qu'on veut dans l'équipe. Parce que si je sais pas faire aujourd'hui, je saurais faire demain, tu vois. Et s'il faut que je travaille 3-4 fois plus, je le ferai. Et donc, à un moment donné, tu te dis que même si c'est pas inné, ça peut être acquis. Donc, ça fait naître une confiance comme ça. Et c'est un peu tu vois, ça gomme aussi. J'entends beaucoup parler de syndrome de l'imposteur, notamment beaucoup chez les autodidactes. Moi, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui sont liées à ce côté autodidacte et j'ai jamais vraiment eu ce syndrome-là parce que je sais que c'est basé sur du travail et que je vois l'évolution, je suis assez lucide, parfois même dur par rapport à moi-même. Et donc je sais, j'ai pas peur de l'échec, c'est que je sais que quand je démarre, je suis nul. Mais c'est pas grave. Je sais que c'est un processus et que la fois d'après, tu seras un peu meilleur. Et je suis assez lucide sur cette progression-là. Donc il y a un moment où tu sais quand même que t'as fait ce qu'il fallait pour être à ce niveau-là, quoi. Donc c'est ça, et pour revenir à cette peur de l'échec, quand tu fais de la muscu, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui vont toujours prendre les barres qu'ils maîtrisent parfaitement parce qu'il faut pouvoir faire le beau à la salle, tu vois. Et puis tu as ceux qui savent que tu ne progresses que quand la barre te reste dessus, en fait. Et tu vas toujours aller chercher les conditions de l'échec parce que c'est comme ça que tu passes le palier d'après, tu vois. Et pour moi, vous verrez une photo de Sergio, vous comprendrez de quel type d'être humain il est, quel type de personne il est. Donc c'est important à dire. Le succès, c'est pas comment dire la négation de l'échec, non, c'est l'acceptation et la construction. La construction après l'échec. Voilà. Pour moi, c'est ça. Tout ce que vous avez dit, ça me revient dans la tête comme une grande baffe parce que tout converge. Donc cette notion, comme l'a dit Félix, de progression, le fait de progresser dans ce qu'on fait, cette notion de l'échec, et puis ta façon à toi, Sergio, de tempérer les ardeurs de motivation. En fait, ça me revient clairement à un endroit pivot de ma vie. Donc, du coup, moi, je vais parler de ma life. Et qui, pour moi, est la base de la construction de ma confiance en moi. Et ce point-là, c'est un été, l'été 98, en août. C'est quand je remporte la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Début de la tête, c'est ça. Ouais, exactement. Là, donc c'est en août, donc c'est juste un petit peu après. Et puis, je suis en vacances. Et pour reprendre un peu l'analogie justement du sport, moi j'étais le gars qu'on prenait en dernier dans l'équipe parce que j'étais pas du tout bon au foot. J'étais pas, il y avait pas d'autre sport déjà dans la cour d'école que le foot. Il y avait de la place que pour le foot. Donc voilà, j'étais pas pris dans l'équipe de foot. J'avais un embonpoint bien marqué quand j'étais petit, donc j'étais pas supra mobile non plus. Et le seul sport où j'avais été un peu brillant, c'était le judo. Et voilà. Donc, arrivé à mes 10 ans, j'avais pas vraiment justement été sélectionné dans l'équipe. J'étais pas forcément mis en avant. Je revenais d'une colo où il y avait eu un fait marquant, c'est que il y avait un jeu où il fallait
gagner des points sur un quiz. Et en fait, tous les enfants de ma section avaient été interrogés, sauf moi. Et en fait, je m'étais rendu compte, je suis le seul à qui on n'a pas posé de questions. Donc du coup, j'ai pas eu l'occasion d'essayer de gagner le truc. Et puis, ils s'en étaient même pas rendu compte, les animaux. Bref, j'avais ce sentiment-là. Et par contre, en famille, c'était ce que tu disais, Félix, c'est-à-dire que ton entourage va te donner de l'attention. Donc, j'ai toujours été confiant en famille. Et j'organisais souvent des petits spectacles, parce que je suis issu d'une famille où le spectacle est important. Et donc, j'organisais des petits spectacles devant ma famille où je dansais, je chantais. Et cet été-là, j'ai fait ma rencontre avec le hip-hop, avec le rap particulièrement. Et en fait, j'ai une tante qui m'a offert un CD de rap. Et à l'époque, dans les CD, il y avait les paroles. Et donc, je décide d'apprendre les paroles. Et le soir, j'invite toute ma famille à assister à mon concert de rap, quoi. Et donc, j'ai bossé pendant, je sais pas, 1 heure tout seul dans ma chambre à répéter mon spectacle. Et puis le soir, après manger, j'invite tout le monde et puis je fais mon spectacle. Et tout le monde me dit bravo, c'est super, c'est sympa, mais avec du recul, je me dis ils étaient peut-être pressés de passer à autre chose, tu vois, le reste de la soirée. Et mon père est musicien. Et mon père me dit il va falloir que tu travailles. Et là, je comprends pas en fait. Parce que je me dis, il m'a jamais repris sur un spectacle. Mais souvent, je faisais des trucs de danse. Bon, ça ressemblait pas à grand-chose ou du cirque, tu vois. On veut les images. Depuis tout à l'heure, j'écoute. Mais... À l'époque, il n'y avait pas les smartphones. Mais j'ai des cassettes vidéo, mais bon, bref. Ça va sortir. Mais disons que ça touchait pas au domaine de mon père, qui est la musique. Ouais. Et au moment où ça a touché à son domaine d'excellence, là, il a dit on stoppe tout, là. Là, il y a mon fiston qui est en train de rentrer sur mon truc, là, sur mon domaine. Je peux pas le laisser croire que c'est bon, que ça y est, il est arrivé. Je te jure, ce moment-là, il est marqué. Et il me dit, t'es pas dans les temps. Ah. Et je dis, mec, je chante les paroles. Et puis, dans ma petite tête, c'est... ouais, j'ai fait ce que j'ai pu. T'as vu, en gros, je le prends vraiment comme un truc de... C'est la première fois que mon père, sur un petit spectacle de trucs, là, il passe pas à autre chose, là. Il me dit, là, t'es pas dans les temps, en fait. Et puis, en plus, on comprend pas bien ce que tu dis. Eh ben, ce jour-là, l'orgueil, il est monté très très haut, très très haut. C'est-à-dire que c'est une déception immense. Ouais. Je tombe. C'est la première fois vraiment qu'on me met en échec. C'est mon père en plus. Et le lendemain, donc c'est vraiment, on est quasiment au bord de la plage et compagnie. Et je vais ni à la piscine, ni à la plage, ni quoi que ce soit. Et je reste dans ma chambre devant le poste avec le CD là et les paroles. Et j'apprends par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Et le soir, je reconvoque tout le monde et je me concentre sur une seule des chansons et je la fais. Et là, je la connais par cœur. C'est-à-dire que j'imite le rappeur. Donc, je suis dans les temps, là. Mm. Et là, mon père, il me dit, là, ça y est, c'est bon. Là, t'es dans les temps. Et j'ai appris l'intégralité de l'album. Et la colo de l'été d'après, j'étais devenu la mascotte. Parce que je connaissais, au bout d'une année, l'intégralité de 3 ou 4 albums de rap, dont Ayam, Passy, Arsenic, enfin des gens qui m'ont construit finalement. Et là, j'attirais l'attention. C'est-à-dire que j'étais celui qu'on veut voir rapper parce qu'il fait quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est ça. Donc, tout ce que vous avez dit là me montre à quel point en fait ça a été important. Et ce qui m'amène ensuite dans le domaine de l'image, finalement, c'est la musique, c'est le rap, c'est des choses qui m'ont construit qui aujourd'hui ne me font absolument pas vivre. Mais ça a bâti une telle confiance que maintenant, je sais qu'avec un peu d'échecs, beaucoup de travail et de la progression va venir. Et finalement, qu'on va confirmer. Et en fait, c'est vrai de voir que cette confiance en soi, ensuite, les gens la légitiment et te font confiance. C'est-à-dire que quand des animateurs me disaient « c'est toi qui vas faire la fin du spectacle de la colo, là, parce qu'on sait que ce que tu vas faire, ça va être bien fait, en fait. » Et c'est franchement ça, pour moi, voilà, c'est pour ça que c'était important pour moi de raconter cette petite anecdote parce que tout converge là dans ce qu'on vient de se dire et j'arrive à boucler la boucle. Quand t'as commencé à raconter, je me suis dit mais l'escroc, normalement il aurait dû raconter ça sur la valeur et en fait non, effectivement c'est un moment où justement tu dis gars, la valeur là il y est pas, il faut que tu la valeur j'avais expliqué la fois où j'avais discuté avec ma mère finalement je me rappelle. Et en fait c'est ça, en fait c'est ce cadre sécurisant, je l'avais, mais ce qui construit ma confiance vraiment c'est ce point de bascule avec
avec mon père. Donc, c'est-à-dire les gens qui sont bienveillants avec toi, mais comme toi, tu peux le faire, et c'est marrant, du coup, que je rejoigne ça avec le début de notre discussion, c'est de tempérer ce truc-là, de dire, attends, je t'accorde tellement de valeur, finalement, que je vais te guider, en fait. Je vais te guider parce que je veux ton bien, et vas-y. Et j'aurais pu en rester là et me dire, bon, bah, c'était naze, je vais continuer mes spectacles de cirque là-dessus, il m'a jamais rien dit. Non, mais c'est exactement ça. C'est que quand je te parle je reviens à ce que je disais au début, quand t'as un minimum d'affection pour quelqu'un, t'as pas envie qu'il se retrouve à poil devant tout le monde et qu'on se foute de sa gueule, tu vois. Donc tu lui dis, oups, et ta braguette, elle est ouverte, en fait, tu vois. C'est un début. Tu vois. Donc, les gens n'apprécient pas forcément ça. Ouais. Mais si je t'aime bien et que tu m'as demandé comment t'es fringué, je vais te dire attention à ta braguette, quoi, tu vois. Ouais. Et si t'apprécies pas, je suis désolé, je vais pas changer pour toi, malheureusement. Après 28 ans, on se refait pas, n'est-ce pas? Non, mais je pense que quand c'est fait avec bienveillance, en fait, tout passe. Ouais, le but, sauf c'est pour pas l'esprit en face qui est étriqué, mais le but, c'est pas de casser les gens. C'est ça. Après, c'est vrai que il y a aussi la manière, ce que tu veux. Faut pas que ça sorte trop brutalement. Est-ce que c'est cool? Non. Voilà, non. Oui, mais... Tu vois, je peux admettre que... Ne répondez pas en allemand, voilà. Faites du latin un peu. Je peux admettre que la manière peut-être ne passe pas forcément tout le temps, mais si tu me connais, tu sais très bien que c'est empreint de bienveillance, en tout cas. C'est que de l'amour. Que du love. De ouf. C'est du zouk, que du love. Que du love. Les gars, on a bien fait le tour de cet aspect confiance. Hein. C'est marrant hein, parce qu'à chaque fois, on discute un peu dans le groupe de se dire quelle thématique on va pouvoir aborder. Et puis c'est cool de voir en fait que des thématiques qui paraissent un peu anodines ou un petit peu, on va dire, évidentes, on puisse après aller creuser dans la discussion. Pas forcément anodin. Moi, le seul questionnement que j'ai eu par rapport à ça, c'est est-ce que ça allait pas faire doublon avec... amitié, business, tout ça, voilà. Ouais. Mais c'est pour ça qu'au début, à chaque fois, on définit les termes et puis le contrat, il est rempli au final. Voilà. Donc, pour résumer, confiance en soi, communication, contrat, confiance en l'autre, c'est ce qui garantit des relations stables et qui durent, quoi. Qui durent. Pas plus de 4 ans. Pas plus de 4 ans. Mais c'est le cycle pour les banquiers, d'ailleurs. Et pour les couples, les gars. Pardon, excusez-moi. Voilà. On fait un bon épisode, le mec, il va tout gâcher à la fin. Vous savez qui est la brute. La brute. Et vous savez qui est le truand. Voilà. Les amis, c'était un sacré bon podcast. Un plaisir de le partager avec vous. Chers auditeurs, maintenant qu'on est sur toutes ces plateformes, abonnez-vous. Si c'est pas encore fait. Abonnez-vous. On la répétera jamais assez. Ouais, parce que la prochaine étape, c'est qu'on rentre dans vos maisons après. Ouais, là, c'est vraiment la brute qui parle. Non, mais abonnez-vous, mettez des commentaires, des avis, des 5 étoiles, activez la cloche. Faites ce que vous avez à faire. Parlez-en autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur l'Instagram. À laisser des commentaires. Ouais. Ça commence à arriver, c'est cool. Ouais, c'est bien de rentrer en interaction. Si vous avez des thématiques aussi qui vous tiennent à cœur, ou bien même des situations qui sont bloquantes ou autres, nous, on ne pourra pas y répondre. Mais par contre, on aurait une discussion autour de ça. On le rappelle, c'est pas un tuto sur l'entrepreneuriat, c'est vraiment une discussion. C'est ouvert. Et si vous voulez savoir si vous êtes sur le chemin de l'échec, appelez-moi. Voilà, là, vous pouvez aller voir Malakit Studio ou Serge Ponton. Allez choisir l'entité que vous voulez. Allez sur Malakit plutôt. Vous serez quand même mieux reçu. Si vous voulez participer aussi, on peut le dire. Si vous voulez participer, que vous avez un profil, que vous avez des choses à dire, avec grand plaisir, envoyez-nous vos sollicitations. Et voilà, on vous ferait partie de nos invités si tous les feux sont au vert, si on arrive à trouver le temps. Le oui est précieux. Le oui est précieux. Les amis, il est temps de se dire au revoir. C'était bien cool et finalement la fatigue est passée. Hein. Tu vois, le regain d'énergie. Toujours. C'est ça. Ouais. Produire. On est sûrement amené à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous.